Eh ben, merci à tous d'être présents. Je suis très, très honoré d'avoir la chance aujourd'hui de pouvoir vous parler un petit peu de calcul intensif dans le cadre de cet événement. Je vais essayer un petit peu de se projeter aussi sur ce qu'on souhaite faire au CINES, quels sont les enjeux pour le CINES, pour le calcul. Alors bien sûr, des enjeux qui seront globaux, mais aussi plus spécifiques vraiment au centre. On a de la chance parce qu'on ne s'était pas forcément concerté. Je ne savais pas que ça allait être aussi long la présentation de Michel, mais on ne se répète pas trop normalement. Donc voilà, je vais essayer de ne pas trop recouvrir les mêmes aspects. Mais Des diapos hier soir. oh, non, bien sûr, non. Mais ils sont prêts. Voilà, je vous présente tout ça. Donc juste pour revenir sur l'histoire très rapidement, donc 45 ans du CINES. Moi, je suis né à peu près par là, mais pas à 79. Donc voilà, mais j'ai un petit peu quand même d'histoire avec moi, puisque je suis arrivé au CINES quand Jade était encore opérationnel. Donc on a eu depuis Jade, donc une machine SGI, on a eu la machine Atos Oxygène, et ensuite la machine HPE Cray, qui toutes deux nous ont été vendues par la même personne. Damien, je te salue. Et donc voilà, on voit l'évolution des technologies. Alors quand même, je trouvais ça important de remontrer cette slide-là, parce que on voit qu'il y a une évolution technologique, mais on voit aussi que finalement, c'est un peu tout le temps la même chose. On va poser des grosses machines à disposition de la recherche, et il n'y a pas de vraie disruption dans les principes qui sont mis en œuvre. Je veux dire, si on réfléchit par exemple à l'évolution de la musique, avec les cassettes, les CD, jusqu'à arriver aujourd'hui à faire du streaming total et être totalement numérisé, on voit une évolution qui nous amène à du 100% numérique. Aujourd'hui, ici, nous, on est sur des technos qui évoluent. Alors oui, les usages ont évolué. Oui, on va pouvoir désormais faire du cloud, faire du Amazon, faire des choses comme ça. Mais malgré tout, pour l'enseignement supérieur, on est sur des technos qui sont toujours similaires à ce qu'on avait avant, avec des machines de plus en plus puissantes, de plus en plus efficaces, mais dans un modèle monolithique d'installation de machines et d'accès à des ressources. Donc au niveau de la dernière machine installée, je fais un petit récap très rapidement. Donc vous le savez, Adastra, c'est la machine, donc la plus grande machine française actuellement, officielle, même si bien sûr j'en ai en cours d'installation, enfin, elle est installée, sera totalement officialisée, publiée aussi au niveau du top 500. Donc c'est une machine convergée. On nous avait souvent dit attention, le passage au GPU ça va faire mal, les communautés vont pas adhérer, etc. Bon, la machine aujourd'hui est complètement pleine, la question se pose pas. Les pressions sur les machines, Gensi le sait aussi, sont énormes. Donc les machines GPU sont remplies, les communautés sont prêtes à les utiliser. Malgré tout, on a aussi dans cette machine une partition CPU, une très très bonne partition CPU. C'est les meilleurs nœuds de calcul CPU qui existent aujourd'hui au monde. Voilà, AMD est très très fort sur le secteur, et on a des nœuds extrêmement puissants, extrêmement fournis en mémoire. On parle de 800 Go quasiment de mémoire par nœud. C'est quelque chose de vraiment différenciant pour la communauté. Donc, je rappelle juste le classement. Adastra numéro 3 au Green 500, numéro 10 au Top 500. Donc c'est un classement qu'on a a priori jamais eu au CINES. C'est vraiment la meilleure machine qu'on ait pu avoir dans toute l'histoire du CINES, que ce soit sur la performance brute ou la performance énergétique qu'elle est capable de produire. Donc je vais vous parler des enjeux maintenant sur la partie CINES. Donc quels sont les grands enjeux pour nous? Quels sont les grands enjeux finalement aussi pour l'enseignement supérieur, la recherche? L'un des premiers enjeux, en tout cas un qui me tient le plus à cœur personnellement, donc là je parle vraiment en mon personnel, c'est la partie Open Science. La partie Open Science, c'est extrêmement important que tout le monde puisse avoir accès à la recherche, que tout le monde puisse faire de la recherche, et que tout le monde ait accès aux données, donc via l'open data, que tout le monde puisse facilement accéder à des moyens et participer à l'effort de recherche commun. C'est extrêmement important de pouvoir offrir ça dans un futur relativement proche, parce qu'on le voit aujourd'hui, je vais reprendre l'exemple de la musique, tout le monde a accès à la musique, tout le monde a accès à la culture, tout le monde peut participer, proposer des idées, des nouvelles choses, des idées novatrices, etc. Et donc il faut qu'on puisse aussi diffuser le savoir, diffuser la donnée et laisser la possibilité aux gens de faire de la recherche. Ça, c'est vraiment un enjeu qui dépasse le CINES, mais qui doit être aussi au cœur de nos préoccupations. Le deuxième enjeu, c'est le HPC LIA pour la société.
Donc on sait effectivement aujourd'hui qu'on est en mesure de faire de l'IA pour vous cibler de la pub, pour faire en sorte que vos amis ils aiment les mêmes choses que vous et donc vous vendent des grille-pains moins chers au moment où vous avez cherché grille-pain, ou juste parce que vous en avez discuté avec vos amis autour d'un café. Mais on sait aussi que l'IA, ça peut faire beaucoup de choses pour la société. Vous verrez tout à l'heure, on aura des super présentations là-dessus. On va parler santé, on va parler climat, on va parler justice. Il y a énormément d'axes de travail là-dessus. Il faut qu'on soit au rendez-vous aussi au CINES et sur un plan national sur les enjeux sociétaux qui sont liés à l'IA. Et vraiment aussi promouvoir ces enjeux sociétaux. Parce que l'IA peut faire peur. Il y a des gens qui ont peur de l'IA. Enfin, je le comprends. On peut avoir il y a des biais qui peuvent être vraiment, on va dire, inquiétants. Mais malgré tout, il y a des enjeux sociétaux extrêmement importants qu'il faut qu'on arrive à résoudre grâce à ces technologies-là. Et enfin, alors c'est, comme on dit, last but not least, les enjeux de sobriété et de frugalité. On a des machines de plus en plus puissantes. On a des problématiques d'effet rebond. Donc vous savez, on va racheter des machines qui vont consommer moins, mais du coup on va produire plus. Donc on va racheter plus de machines et on va consommer plus. Voilà, c'est l'effet rebond classique. Et donc il faut qu'on soit totalement conscient de ça. Il faut qu'on soit totalement conscient via la mesure de nos consommations énergétiques, nos consommations en eau, de nos bilans carbone, et qu'on soit en mesure d'agir pour réduire tout ça. Donc on le fait déjà aujourd'hui, au CINES, on a des gens qui travaillent là-dessus, qui cherchent à diminuer l'impact énergétique des simulations, qui cherchent à diminuer de fait le bilan carbone. On mesure l'eau qu'on utilise pour refroidir notre calculateur, et on essaie de diminuer tout ça. Voilà, c'est vraiment au cœur des enjeux d'aujourd'hui. Ensuite, au niveau toujours des enjeux, donc il y a l'aspect collaboration et visibilité. Donc c'est bien sûr très important que le CINES puisse s'insérer dans l'écosystème européen et international au niveau de la collaboration. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on va faire de la recherche de pointe. Donc il faut aussi qu'on soit, nous, des ingénieurs et des techniciens de pointe et experts dans tous les domaines. Et le meilleur moyen, c'est de continuer à avoir une collaboration et de connaître ce qui se fait de meilleur au monde aussi aujourd'hui. Donc on a bien sûr des collaborations avec les grandes machines internationales, donc les grands labos internationaux qui hébergent les meilleures machines. Donc on parle de El Capitan, on parle de Frontier avec Oak Ridge et Livermore. On parle bien sûr de Lumi en Finlande, qui est la plus grande machine européenne. On a aussi des relations avec POSI en Australie. Donc on a vraiment un écosystème international avec qui on travaille et avec qui on peut échanger de l'information. Et en Europe, on s'est intégré depuis peu dans les projets EuroHPC. Alors on était intégré dans les projets PRACE pendant 15 ans, pendant toute la durée de PRACE. Mais depuis peu, on est maintenant membre de plusieurs projets EuroHPC, dont Epicure et Minerva, qui sont globalement des projets de support à la communauté HPC et IA au niveau européen. Je rebondis sur ce qu'a dit Philippe Lavocat tout à l'heure, le fait qu'il y a une cohésion entre les trois centres. J'ai même pas en fait écrit ici qu'on collabore avec les deux autres centres. C'est pas que je veux pas les citer, c'est juste que c'est totalement évident pour nous. On se pose même plus la question, grâce à Gency, grâce à toutes les réunions qu'on a avec l'IDRIS et le TGCC, c'est même pas une question aujourd'hui de se dire est-ce qu'on collabore avec eux, c'est des gens avec qui on travaille, c'est nos collègues, c'est même plus des collaborateurs. Et un dernier point, c'est l'expertise et toute la partie justement dont parlait Guillaume sur le fait que le CINES est une infrastructure de recherche, en tout cas est inscrit dans cette feuille de route. Il faut qu'on soit en mesure aujourd'hui de mieux et plus partager notre expertise, de plus publier, de plus open sourcer tout ce qu'on fait. Donc ça revient aussi à la partie science ouverte, mais vraiment, il faut qu'on aille dans cette voie-là. Donc on commence à le faire, on commence à publier des choses, on commence aussi à avoir de la visibilité au niveau du CINES sur des plateformes comme GitHub, GitLab. Mais voilà, il faut qu'on continue à faire ça. Il faut aussi qu'on accompagne la communauté IA, parce qu'on est fort d'une expertise quand même de 45 ans de HPC. Les gens qui viennent de l'IA, finalement, ils font de la simulation numérique. Ils ne vont pas révolutionner, c'est juste les modèles, les outils qui changent. Mais nous, on peut apporter l'expertise derrière technique sur le calcul. Et bien sûr, on assure aussi une veille technologique permanente. J'ai mis tout un tas de logos à droite. Il y en a que j'aimerais aussi... il y en a un que j'aimerais un petit peu discuter. Donc c'est le projet Software Héritage que vous connaissez peut-être, qui est d'aller en fait archiver
tous les codes sources de GitHub, GitLab, etc. pour conserver toutes les informations, créer des bases de données de code développé, entraîner des modèles d'IA là-dessus. Ça, c'est un projet dont on discute avec l'INRIA pour voir comment on peut vraiment intégrer ça. Et on a une vraie chaîne qui va du traitement du calcul jusqu'à de l'archivage de données pour ensuite mettre à disposition de l'open data pour faire de l'entraînement et pour permettre à tout le monde de faire de la recherche sur ces données. Donc c'est vraiment un projet complet qui rejoint tous les enjeux et les objectifs du CNES de demain. Il me reste plus beaucoup de temps, mais c'est ma dernière slide. Ouais. Voilà, donc je vous présente rapidement Adastra 2. Adastra 2, donc, il va aussi répondre en partie à ces enjeux, dans le sens où c'est une technologie qui est plus efficace, qui est plus frugale. On a beaucoup moins de matériel en fait dans cette machine-là, et consomme moins d'énergie pour produire autant de calculs que faisait Adastra 1. On a des meilleures performances en IA, jusqu'à aujourd'hui x3 observé, mais certainement plus. On a des meilleures performances en HPC, jusqu'à aujourd'hui 2,5 observé, mais certainement plus. Et bien sûr, on est capable d'étendre cette machine très facilement aujourd'hui. Elle est peu remplie, on peut rajouter des armoires et étendre la machine. On est capable, donc aujourd'hui, on a Adastra 1 à 75 pétaflops, Adastra 2 à 13 pétaflops, et on pourrait très très facilement monter à 300 pétaflops par exemple, ce qui nous ferait une conso globale de l'ordre de 3,5-4 MW. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette énergie-là? Parce qu'aujourd'hui, on réchauffe l'atmosphère. Vous verrez dans la visite, où ça a été montré tout à l'heure, on a des tours adiabatiques sur le toit qui vont faire des échanges thermiques avec l'atmosphère. Et donc aujourd'hui, on chauffe l'atmosphère. Et ça, c'est un problème. C'est clairement un problème, hein, parce que dissiper 4 MW dans l'atmosphère, c'est bien. On a des dorades coryphènes qui commencent à arriver en Méditerranée, là, donc c'est bien, il y en aura plus, et c'est très bon à manger. Donc voilà, au moins on aura de la pêche, de la nouvelle pêche à faire. Mais malgré tout, on va essayer de limiter ça. Et on a de la chance, parce qu'en fait, on a le réseau d'eau Montpellier-Nord qui a été annoncé il y a quelques temps, il y a quelques mois, qui va être à vol d'oiseau à 300 mètres du CINES. Donc on est en train de discuter aussi avec la métropole pour se dire, toute cette énergie-là, on l'intègre dans ce réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, c'est 15 à 30 MW de mémoire. Donc on peut très bien s'intégrer, ça correspond totalement aux besoins de la métropole. Voilà, donc c'est un projet en cours qui est au cœur de nos enjeux. Les 4 présentations à venir, vous les avez vues. Juste une mention spéciale, parce que j'ai vu dans leur slide que c'est pas mentionné, mais Smiley, prix open source du logiciel libre de la recherche en 2023. Donc un grand bravo à eux. Et voilà, c'est pas dans le slide, donc je voulais quand même le mentionner ici. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, peut-être que je représenterai aux 50 ans. Voilà. Merci Gabriel. Donc c'est des temps assez courts, mais l'idée c'est de montrer quand même l'évolution des principes. Est-ce qu'il y a des questions? Alors dans ce cas, on va... Oui. Vous intéressez? Attends, il faut le micro parce que c'est enregistré. Pour la mémoire. Est-ce que vous travaillez sur l'informatique quantique? Alors là, je vais répondre. Non. Mais Jency travaille. Jency travaille de manière très précise. Donc, il est où Stéphane? C'est Stéphane Requena qui explique quand même ce qu'on fait en quelques mots. Voilà, on ne peut pas tout faire au CINES. Et donc là... Oui, donc merci de la parole. Oui, donc Jency en fait a été chargé avec le CEA et l'INRIA de mettre en place une plateforme de calcul quantique hybride qui s'appelle HQI et donc qui est localisée au TGCC. Donc l'idée c'est de coupler un supercalculateur avec une machine quantique comme un accélérateur de calcul. Et donc on déploie déjà des premières technologies, une qui est de chez Pascal, une startup qui fait des atomes froids et une autre prochainement en photonique. Donc voilà, on a commencé le voyage quantique. Évidemment, à terme, on peut imaginer que ça va s'étendre peut-être sur les autres centres aussi, mais pour le moment, c'est localisé plutôt au CEA, sur la machine Joliot Curie. Mais c'est quelque chose qu'on regarde, oui. Voilà, donc merci Gabriel. Donc on va passer au premier exposé. Donc Pierre Colombo, c'est bien ça. Eh bien, je te laisse te présenter. Donc on a parlé de l'importance sociétale, donc des enjeux juridiques et tout ce qui est IA, alors dans le bon sens, voilà. Donc bonjour à tous. Merci Michel et merci Gabriel pour l'invitation. Donc je m'appelle Pierre Colombo,
Et aujourd'hui, je vais vous parler d'adaptation de domaine pour les large language models, les LLM. Donc alors, l'adaptation de modèle, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des techniques qui permettent de prendre un langage modèle ou de créer un langage modèle qui est adapté à un problème spécifique en utilisant ces spécificités pour pouvoir obtenir le maximum de performance, que ce soit des gains de rapidité ou des gains de performance pure. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis maître de conf à Centrale Supélec. J'ai cofondé une start-up en début d'année sur IA et droit. Et si vous voulez me situer un peu sur le spectre de la recherche, donc je suis quelqu'un qui fait du traitement automatique des langues. Je publie dans des conférences telles que ACL, EMNLP. Et je fais aussi un peu de machine learning général. Donc, je publie aussi dans les conférences plus généralistes, NeurIPS, ICML, etc. Alors, on va parler de NLP. Et du coup, ici, je vous propose un premier slide sur l'évolution du traitement du langage naturel. Donc, le langage naturel, c'est une science qui est assez vieille. Elle a été, disons, créée en 1950. Et on a eu plusieurs révolutions. Et actuellement, on est dans cette dernière phase qui est les large language models. Donc, cette présentation s'inscrit dans cette dernière révolution. Et ce qu'il faut savoir, c'est que principalement, on peut regarder l'évolution technologique sous le scope de la puissance de calcul. Et au fil des années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a progressivement augmenté la puissance de calcul qu'on utilise pour traiter le langage naturel, avec tous les challenges qu'on a maintenant, qui ont été évoqués donc précédemment par Gabriel, par Michel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un langage modèle? Donc, une minute dessus. Un langage modèle, c'est juste un réseau de neurones qui permet, étant donné une phrase d'entrée, de générer un mot. Et en fait, il s'agit du mot suivant. Voilà, c'est juste ça, un langage modèle. Alors, comment est-ce qu'on génère du texte avec du langage modèle? Avec un langage modèle, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une génération autorégressive. C'est qu'on génère le mot suivant. Ensuite, on redonne la phrase en entrée avec le mot suivant et on génère ainsi des phrases. Cette phrase d'entrée, on appelle ça la prompt. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'un c'est un framework qui est très générique. Et ce que les chercheurs ont fait dans les récentes années, c'est qu'ils ont utilisé ce framework pour résoudre plein de tâches différentes. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour résoudre des tâches? Ce qu'on fait, c'est qu'on les décrit en langage naturel et on utilise le réseau de neurones pour générer de manière autorégressive des réponses. Et si la tâche elle est assez bien décrite, ce qu'on remarque, c'est que les langages modèles habituels, donc ChatGPT, GPT-4, GPT-5, Mistral, ils arrivent à résoudre ces tâches. Voilà. Donc la principale révolution technologique qu'on a vue ici, c'est qu'on est passé de N systèmes spécialisés, un par task, à un système générique qui peut résoudre plein de tâches différentes. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 projets qu'on a menés avec mon équipe de spécialisation de langage modèle. Donc concrètement, le but, c'est de prendre ou de créer des langages modèles qui sont spécifiques à un set de tâches. Le premier projet dont j'aimerais vous parler, c'est le croissant LLM. Donc c'est un projet où on a eu envie de faire un langage modèle spécifique pour le français. Donc concrètement, les motivations sont les suivantes. Quand on regarde les langages modèles qui étaient disponibles actuellement, ils ont été entraînés massivement sur de l'anglais. Donc certains, c'est plus de 99% d'anglais. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils ne se généralisent pas très bien au français, au-delà de pouvoir parler un peu français, mais tout ce qui est culture, connaissance, opinion sur la langue française, on voyait que qu'ils étaient biaisés. La deuxième motivation, c'est qu'on voulait un langage modèle qui pouvait être utilisé pour l'industrie, donc ça veut dire des petits langages modèles qui peuvent aller extrêmement vite et qu'on pouvait embarquer. Et la troisième motivation, c'est qu'on voulait quelque chose qui était complètement open source. Donc open source, il y a plein de définitions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce langage modèle, il y a tout le code, le jeu d'entraînement, les checkpoints, les optimizers, pour ceux qui connaissent, qui ont été release. Donc voilà, donc vous pouvez l'utiliser et vous pouvez parler avec lui, même sur votre téléphone. Donc on a fait quelques applis là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on l'a construit, ce langage modèle? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on essaye d'adapter des langages modèles, il y a 2 principales techniques. La première technique, c'est de recommencer depuis zéro, feuille blanche, on entraîne le réseau de neurones depuis zéro. Donc ce qui est bien, c'est que si on fait ça, il n'y a pas de biais. Le principal problème, c'est qu'il nous faut énormément de puissance de calcul. La deuxième solution, c'est de recycler, donc de partir d'un langage modèle qui existe et de continuer à l'entraîner sur des nouvelles datas pour pouvoir lui réinjecter de la connaissance, du raisonnement spécifique à l'application.
Alors ce langage modèle-là, c'est le seul dont je vais vous parler qui a été entraîné depuis zéro. Pourquoi? Parce que les ordres de grandeur maintenant de pré-entraînement sont tellement gros qu'on peut plus se permettre de réentraîner depuis zéro. Donc les prochains que je vais vous présenter, ça a été des modèles qui ont été recyclés de modèles existants. La deuxième application dont j'aimerais vous parler, c'est l'application de traduction automatique. Alors, le modèle, il s'appelle Tower. C'est une collaboration entre des gens au Portugal et à Centrale Supélec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parlait d'accès à la technologie tout à l'heure. Un des prérequis de pouvoir accéder à la technologie, c'est de pouvoir parler de pouvoir interagir dans une langue, dans notre langue originale avec le système. Et quand on essaye de créer des systèmes de traduction automatique pour traduire des documents ou des structures complexes, il n'y a pas que la système de traduction qu'il faut résoudre, il n'y a pas que la tâche de traduction en elle-même, mais il y a un ensemble de tâches qu'il faut pouvoir résoudre. Corriger les sources, corriger la génération, pouvoir estimer la qualité de la langue. Donc ce langage modèle-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a spécialisé des langages modèles pour pouvoir résoudre ces tâches-là, sachant qu'encore une fois, on part de langages modèles qui sont massivement entraînés sur de l'anglais. Voilà. Donc là, le but, c'était de rendre des langages modèles English-centric massivement multilingues. Donc sur 102, 500 langues écrites. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on l'a construit? Donc cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti comme je vous l'ai dit, on est parti d'un langage modèle existant et on a fait un continu pré-train. Alors, je vais juste vous parler rapidement des résultats. Ce qu'on voit, c'est que notre modèle, donc ça c'est des gros achievements, ce sont des modèles état de l'art quand on commence à regarder toutes les langues qu'on a traduites. Donc je ne vous parle pas des langues riches comme français-anglais, ça c'est la traduction français-anglais, c'est des choses qui marchent très bien avec les modèles du style GPT-4, etc. Mais quand on commence à regarder 102, 500 langues, ce qu'on voit, c'est que nos modèles, ils sont extrêmement performants et plus petits. Alors, petit appel, on cherche à rendre ces modèles multimodaux, c'est-à-dire qu'on aimerait bien pouvoir avoir des langages modèles qui traitent le speech et l'image, et donc du coup, on cherche aussi un peu de calcul pour ça. Donc il y a une compétition qui a été faite, qui est actuellement faite. Donc on est la seule équipe qui arrive à faire mieux que GPT-4 across the board sur les compétitions de traduction. Et le troisième projet que j'aimerais vous parler, donc c'est le projet qui me tient le plus à cœur puisque c'est aligné avec la boîte qu'on a créée, c'est comment spécialiser un langage modèle pour des applications juridiques. Alors c'est un projet qui a été fait en 2 temps. Donc d'abord avec un petit modèle 7B. Et ensuite, avec l'équipe du CINES, donc avec Étienne, Gabriel et Johan, on a fait grossir le modèle à 54 et 140 milliards de paramètres pour adapter des langages modèles existants au domaine juridique. Alors, le modèle, il s'appelle SOL, et comme vous pouvez vous en douter, le domaine juridique, c'est quelque chose qui requiert de la connaissance à la fois générale sur la société et aussi des connaissances spécifiques. Donc, pour avoir la partie générique, on a commencé d'un modèle fondation qui existait. Donc, on a commencé des modèles Mistral. Alors, quand vous entraînez un modèle actuellement sur les LLM, il y a 3 phases. Il y a une phase de pré-entraînement, c'est là où on injecte énormément de calculs pour pouvoir entraîner sur des données génériques. Ensuite, il y a une phase, la deuxième phase, ici, c'est la phase d'instruction fine-tuning. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que le langage modèle il puisse suivre les prompts, les instructions que vous donnez. Et la troisième phase, c'est la phase qu'on appelle d'alignement. On aligne le modèle avec les valeurs que l'utilisateur, que le développeur décide de faire. Alors, ce qui a été intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on a spécialisé les 3 phases. Voilà. Donc, la phase de pré-entraînement, de continu pré-entraînement, la phase d'instruction et la phase de fine-tuning. Alors, j'ai pas beaucoup parlé de cette partie données, mais dans tous les projets que je vous ai mentionnés, la donnée, c'est le fer de lance. Voilà. C'est là où on passe énormément de temps à travailler sur la donnée. Alors, sur ce projet-là, on a collecté 1,5 trillion de tokens. Donc, c'est à peu près un quart du set de pré-entraînement de l'AMA 2. Donc, c'est massif de données légales, principalement américaines. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus disponible sur Internet. Alors, c'est le plus gros effort qui a été fait. Alors, j'aimerais juste vous donner
deux idées génériques sur pourquoi est-ce qu'on a fait grossir les modèles et pourquoi est-ce qu'on a besoin de calcul. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, tout le monde est en train de faire grossir les modèles. Donc ici, vous avez le nombre de paramètres en fonction de l'année. Ce que vous voyez, c'est que tous les modèles qui ont été relâchés, récemment, on a augmenté, on a doublé, triplé, fait x10 sur le nombre de paramètres, si on compare à ce qu'on avait en 2018. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce qu'en fait, les gros modèles, quand vous faites grossir les modèles, vous avez un phénomène qu'on appelle émergence. Alors on peut en discuter plus en détail si ça vous intéresse, mais grosso modo, à partir d'une taille critique, ce qu'on voit, c'est que les modèles ils sont capables de résoudre des tâches plus complexes. Alors que sur les plus petits modèles, ils ne sont pas capables de raisonner et ils ne sont pas capables de résoudre des tâches, un certain type de tâches. Donc concrètement, ici, vous avez le nombre de paramètres le nombre de paramètres en fonction de ce que le langage modèle peut faire. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir d'une case, alors là, vous avez 100 milliards de paramètres. Ce qu'on voit, c'est que vraiment, on arrive à résoudre des tâches de raisonnement complexes, comme des maths, comme des tâches, par exemple, légales. C'est pour ça qu'on avait besoin de modèles à 140 milliards. Voilà. Alors, juste un mot sur le modèle Soul. Alors le modèle Soul, c'est un modèle, donc ici vous avez la performance sur l'EgalBench, qui est un benchmark qui a été relâché par des gens de Stanford. C'est un modèle qui est plus performant que GPT-4, qui était celui qui était disponible à l'époque. Voilà. Donc on a différents types de tâches juridiques, rule, rhétorique, issue, interpretation et conclusion. Et vous pourrez remarquer que c'est des résultats qui sont assez consistants. Voilà. Alors, concrètement, c'est un modèle Soul c'est la première famille de legal model au monde, spécialisée, et sur lesquels on voit des vraies améliorations par rapport au modèle de base. Donc permissive licence, et ouais, c'est des entraînements qui ont été énormes et qui ont été faits justement sur Adastra. Alors, ça c'est l'équipe donc bien sûr, je vous ai présenté les résultats, mais c'est l'équipe qui a... C'est des résultats qui ont résulté d'un travail d'équipe. Donc ça, c'est l'équipe avec laquelle on travaille, donc européenne. Donc voilà. Donc je suis une personne parmi plein. Voilà. Donc merci du coup à tous ceux qui nous ont donné des sous du calcul, voilà, et qui ont permis de faire ces projets-là. Voilà. Et bon, bien sûr, merci aux partenaires académiques et industriels qui nous supportent. Merci beaucoup. Je m'appelle Didier Morquin. Merci Pierre, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Dans ce que je propose, c'est qu'il n'y ait pas de questions, désolé. Mais il est grand, on le remarque de loin. Donc l'objectif va être de discuter, puisqu'on va avoir donc des temps. Voilà, en tout cas, merci. Je ne t'ai pas coupé, parce qu'à la fin, c'était vraiment intéressant de montrer effectivement les rôles de Wander dans des domaines sur lesquels on n'est pas forcément habitué. Voilà, donc je pense que c'est extrêmement intéressant. Et alors là, c'est des résultats. Exactement. Voilà, c'est quand même très important. Et merci de citer effectivement les acteurs. Didier, ça va être différent, puisque les résultats... David, excusez-moi. Donc, ça va être différent. Donc, David Morquin, il est professeur en médecine, donc maladies infectieuses et autres. Et donc, il s'occupe des enjeux numériques au niveau du CHU. Et là, il vous exposait donc les enjeux, les projets sur ces domaines. Tiens le micro. Merci. Bonjour à tous. Hop. Dans le sens. C'est le gros. Voilà. Ok. Donc effectivement, moi j'ai bifurqué en partie, puisque initialement je suis praticien hospitalier et je travaille à ma consultation étant maladie infectieuse et tropicale, mais j'ai plein de raisons m'ont amené à arrêter à prendre des gardes, et notamment à devenir progressivement responsable de la stratégie IA du CHU. Je suis responsable d'un projet qui s'appelle Irios, qui est l'espace de recherche et d'intégration et d'outils numériques, qui est un projet France 2030, qui a été financé il y a 2 ans, sur lequel on travaille pour l'intégration des outils numériques en santé, et notamment sur jusqu'où on va être capable d'évaluer l'amélioration du service médical rendu en situation réelle, et jusqu'où on va observer les usages et les contournements. Et donc en fait, on s'intéresse depuis 2 ans, alors que le projet était plutôt parti sur le co-design, et on s'intéresse depuis 2 ans, bien sûr, sur l'IA générative, et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Alors, si on pose la question de finalement pourquoi on s'intéresse au calcul de plus en plus dans un hôpital,
il y a ce qui est évident pour tout le monde, souvent quand on nous dit mais vous faites de l'IA à l'hôpital, c'est pour ça. C'est pour ce qu'on a vu arriver, c'est-à-dire l'IA, c'est vous arrivez aux urgences, c'est le cas aux urgences du CHU Montpellier, hein, et vous ne ressortez, si vous avez une suspicion de fracture d'un os long, vous ne ressortez que si l'IA et l'orthopédiste disent la même chose. Ça, c'est l'avènement des IA classifiantes, hein, c'est tout le travail de l'IA sur l'image pour arriver à dire il y a fracture, il n'y a pas fracture, il y a cancer, il n'y a pas cancer, et ainsi de suite. Et on a des données de plus en plus et des outils qui arrivent de plus en plus massivement. Mais ça, finalement, c'est quelque chose d'assez classique qu'on fait depuis une dizaine d'années et qui s'améliore de plus en plus et qui commence à arriver sur le terrain. De plus en plus, plus récemment, en fait, on se rend compte que la planification sous contrainte, qui est un de nos grands enjeux, est de plus en plus intéressante pour résoudre les problèmes de planification de ressources multiples, blocs opératoires, agenda de 16 000 employés, etc., etc. Ça aussi, c'est quelque chose de relativement classique. Ce qui est beaucoup moins classique, c'est que quand on a commencé à se poser la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour intégrer l'IA générative et qu'est-ce que ça allait avoir comme rôle au sein de l'hôpital. Et là, par contre, il y a clairement un autre lien très important avec une de nos autres missions, c'est d'exploiter nos données. On a un entrepôt de données de santé qui est labellisé par la CNIL. Cet entrepôt de données de santé sur du territoire, il a à peu près, pour vous donner une idée, 70 millions de documents sur plus de 5 millions de patients. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beaucoup de données structurées, mais les données qui ont le plus de sens, ce n'est pas les données structurées. Les données qui ont le plus de sens, c'est les données textuelles, c'est les histoires de la maladie. Et nous, on est une discipline particulière. C'est une discipline qui, en fait, finalement, est basée sur la constitution en permanence de récits, de textes qui donnent de sens à des histoires de vie, à des histoires de traitement, à des histoires qui permettent des diagnostics et ainsi de suite. Et donc, en fait, cette exploitation de données, elle nous cherche pour la recherche clinique, pour la constitution de cohortes, et pour le partage de données rares, donc au niveau du HDH, mais aussi au niveau européen, et pour arriver à des outils de médecine prédictive personnalisés, la prévention, la découverte de connaissances. Toute cette recherche de corrélation, actuellement, ces recherches de similarité entre les données, se fait sur des bases relationnelles, aujourd'hui. J'ai essayé de vous montrer pourquoi, en fait, on a réussi à changer de paradigme en intronisant l'IA générative, et quel rôle ça va avoir sur l'exploitation de ces données textuelles. Et pour ça, vous voyez les petits plus, ça correspond à nos besoins en puissance de calcul en fonction des différentes applications. Donc je vais vous prendre un exemple d'un applicatif qu'on a mis en place. Je vais essayer de vous prendre 3 exemples assez concrets. Le premier, ça va être une patiente, donc elle s'appelle Francine, c'est bien sûr une fausse patiente, c'est une démo, et puis elle va arriver aux urgences, et à la fin du passage aux urgences, voici les notes médicales faites par l'équipe médicale aux urgences à la fin du dossier patient informatisé. On va les copier-coller, on va les donner dans notre assistant. Et en fait, on va générer un texte explicatif, empathique, à destination de la famille qui est en train d'attendre en salle d'accueil pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. Là, le médecin va pouvoir corriger le texte pour le superviser, pour voir si effectivement il est fiable. Et une fois que ça c'est fait, on va être capable d'aller jusqu'à l'exporter et pour pouvoir le remettre et utiliser comme document. Donc là, en fait, c'est un premier usage de tout d'un coup, cette charge de travail énorme, massive, de formaliser des documents pour générer des documents qui ont du sens et qui sont lisibles, mais on va être capable de l'apporter dans plein de situations différentes. Donc là, je vous ai montré un exemple où à partir de 4 lignes de notes médicales en abréviation, sans unité, mais qui ont juste du sens, on arrive à faire un document explicatif extrêmement détaillé qui peut avoir beaucoup de sens pour les aidants et pour les patients. Ça ne remplace pas le fait d'expliquer les choses. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va désimmuniser les soins en mettant des textes à la place, mais juste pensez au contexte des urgences. Pensez à la temps et la disponibilité. Quand votre aidant il arrive, généralement, le médecin il est déjà passé. Donc, en fonction de l'aide à la communication, elle est très importante. Deuxième exemple, vous savez qu'on cherche en permanence à inclure des patients dans les protocoles de recherche, de façon prospective ou rétrospective sur des données anciennes. Et donc là, je vais faire la même chose, je vais prendre exactement la même donnée, les mêmes patients. C'est-à-dire qu'elle est arrivée aux urgences, j'ai fait le copier-coller du texte, elle est hospitalisée au MIT. Et là, je demande à mon système d'aller, à partir de ces données, d'aller screener les critères d'inclusion et les critères d'exclusion des 1500 études en cours du CHU et de dire est-ce qu'il y a un match ou pas. Et donc en fait, cette compréhension du texte, je vais lui demander de détailler. Là, elle va me répondre bah oui, pour l'étude TEPSTAR, il y a 3 études au MIT qui sont en cours. On a 1500 protocoles de recherche en parallèle. La capacité à inclure un patient, elle est fonction de est-ce que le médecin va penser
que le patient qui voit à 5 heures du matin aux urgences est ce qui match avec les critères d'inclusion des 1500 études en parallèle. Donc deuxième exemple. Troisième exemple qui sera peut-être encore plus parlant, c'est le fait que souvent quand on donne des soins, en fait nos explications sont beaucoup trop sommaires. Traitement d'un intertrigo, poudre éconazole. Il y a ce que je vais expliquer à l'oral pendant ma consultation, mais le patient il va être potentiellement stressé et il va repartir avec quelque chose. Là, je peux demander à mon IA de rajouter quelque chose que je ne peux pas faire en temps réel. C'est-à-dire arriver à mettre mes explications personnalisées pour lui expliquer comment traiter une bête infection fongique des doigts de pied. Là, je vais pouvoir le faire et je vais pouvoir le faire en multilangue. Et donc, si mon patient parle plus facilement espagnol, je vais pouvoir le faire en espagnol. Dernier exemple, alors là, je ne l'ai pas intégré dans notre applicatif parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un autre modèle... Alors, l'applicatif est agnostique du modèle. Il peut se brancher sur n'importe quel modèle, d'où l'intérêt des travaux qui ont été montrés précédemment, qui montrent à quel point on peut optimiser les modèles pour des tâches. Et donc là, vous savez que je vous ai dit que tout l'enjeu, c'était exploiter les données textuelles. Là, j'ai transformé la même observation et je demande à mon système de structurer les données. C'est-à-dire, je demande de vérifier, de me donner. Et vous voyez exactement les données qui correspondent à ma patiente, qui sont structurées en temps réel par un LLM. Donc, je vous ai donné 3 exemples d'applications, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et je vous ai montré en plus qu'on partait de contexte de notre médical, être capable de prompter avec différents types de modèles. Et puis, on arrive à du texte explicatif personnalisé, du codage pour la facturation, de l'aide au diagnostic, du screening de patients pour les protocoles, la structuration, et même identifier des candidats qui seraient susceptibles de bénéficier d'actions de prévention. En fait, toutes ces applications, elles sont énormes. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce qu'on est capable de faire avec juste des notes, on est aussi capable de le faire avec speech-to-text recognition. Et donc, en fait, bien sûr, le traitement de la voix, c'est extrêmement engageant. Un des gros problèmes qu'on a, c'est que tout ça, on peut faire des prototypes, on peut montrer des choses pour un patient. Mais en fait, ces applications, elles permettraient potentiellement, ce traitement du langage, il permet d'exploiter les données de millions de patients, donc dans notre pot de données de santé. Et en fait, entre le potentiel de la technologie, qu'on peut voir, la démonstration et l'usage, il y a un gouffre. Et donc, il y a un gouffre sur toutes les étapes. On est en train d'essayer de construire une équipe pour tout franchir. Il y a toute la question du modèle économique. Est-ce que les hôpitaux ont les moyens de se payer le fait de faire tourner des LLM pour faire tous les usages que je vous ai donnés? Imaginez le screening des patients à l'inclusion. Si ma requête, elle va coûter 0,005 centimes d'euros, j'ai 300 000 séjours aux urgences par an. Est-ce que je peux le payer ou pas? Ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Je vais avoir des questions, bien sûr, de dépendance en fonction du type de modèle que j'utilise, en fonction du passage à l'échelle. Je vais avoir toute la question de la souveraineté du traitement de la donnée de santé qui est le frein le plus important. Et puis, je vais avoir toute la méthodologie de l'évaluation qu'on est en train d'essayer d'inventer, et notamment sur la mitigation des hallucinations dans ce contexte très précis. Je vous donne un exemple, ça c'est un papier qui n'est pas encore sorti. On a pris en fait les retours de satisfaction de patients et en fait on les a traités par des humains. Donc en fait, chaque fois que vous êtes hospitalisé, vous avez une enquête nationale où vous mettez un commentaire, ça s'appelle iSatis. On a récupéré ces commentaires et en fait on les a traités par des humains et on voit comment les humains sont... les humains n'hallucinent pas, mais par contre ils manquent de sensibilité et d'exhaustivité. On a fait traiter GPT-4 3 fois et puis on trouve, le problème c'est que GPT-4 il hallucine à 16%. Pas possible pour nous. Et donc, en fait, on a traité, si on fait 2 fois GPT-4 et de la cross-sélection, on arrive à diminuer complètement l'hallucination. Et puis, on combine comme ça, et si on combine différentes méthodes avec ce qu'on appelle l'Internal Consistency Assessment, on arrive à avoir des résultats où, quand on combine les deux, on a non seulement une meilleure précision que celle de l'humain, une meilleure exhaustivité, et on n'a pas d'hallucination. Et là, ce papier, il a fallu faire 42 000 classifications pour arriver à montrer qu'on arrivait à ce niveau de fiabilité. En gros, notre souci, c'est ça. C'est que nous, actuellement, on est des petits joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir la chance d'avoir un cluster à 8 GPU H100 à la fin du mois. On est capable de faire des applications à petite échelle. On est capable de faire sur peu de documents ou peu d'utilisateurs. On est capable de faire sur des données textuelles. On n'est pas capable de faire sur des génomes. On n'est pas capable de faire sur des données de signal, de voix. En fait, on ne peut pas passer à l'échelle. Et on ne peut pas passer à l'échelle et on ne pourra jamais parce que notre cœur de métier dans les hôpitaux, c'est pas de savoir gérer un cluster de calcul. Et donc, en gros, un des enjeux, c'est comment on va faire cette application LLM à grande échelle, LLM et même sur les autres techniques de deep learning, potentiellement. Et donc, non seulement lorsqu'on va avoir ce besoin de données multimodales, comment on va pouvoir le faire sur des millions de documents qui ne sont pas anonymisables. Le génome, par définition, c'est pas anonymisable. Un scanner de la face n'est pas anonymisable.
du texte, vous pouvez retirer le nom, prénom et l'adresse de la patiente. S'il y a une séquence d'événements qui vous particularise, ce n'est pas anonymisable. Et donc, globalement, en fait, l'impression qu'on a, c'est que comment faire en sorte que cette pyramide de calcul nationale, on arrive à sortir de cette zone HDS, ou du moins qu'on le fasse de façon totalement habilitée pour pouvoir traiter des données qui ont le plus de sens. C'est malheureusement celles qui ne sont pas anonymisables. Le pipeline de l'IA santé, en fait, il est comme ça, dans le sens où il y a bien sûr toute la couche sur garantie juridique, économique, éthique de ce qu'on va faire. Il y a toute la capacité sur tout le développement des différentes technos d'IA qui vont servir. Et puis, il y a tout le rôle de l'infrastructure. Comment on fait une plateforme qui permet de faire du MLOps pour évaluer la qualité des modèles qui ont été entraînés, par exemple, par Pierre sur le domaine d'application santé, en respectant la réglementation, l'IA Act et la RGPD. Et donc, après, il y a aussi tout ce qui met en place, c'est comment on va évaluer la qualité et l'impact de ces modèles sur les prises en charge des patients, en situation réelle, sur l'extraction de données, et ainsi de suite. Comment on va faire réellement que ces innovations se correspondent à des progrès pour la santé. J'ai terminé. Donc en gros, les enjeux pour nous, ils sont multiples. Je vous ai vraiment positionné la feuille de route, le point de vue du côté d'un CHU français. C'est comment on va financer les expérimentations et comment on va acquérir un certain nombre de compétences qui vont nous permettre d'utiliser des infrastructures de calcul qui soient souveraines et sécurisées, qui vont permettre ce passage à l'échelle. Comment on va mettre en place des bacs à sable réglementaires parce qu'on se tombe sur tellement de cas de jurisprudence qu'on est sur des situations vraiment multiples. Comment on va monter en compétence sur l'évaluation scientifique des résultats de l'IA, notamment sur le domaine d'application santé en IA générative, et comment on va aller jusqu'à l'évaluation du service médical rendu. Merci David. Effectivement, donc je fais une claire comme ça, comme c'est la séquence IA, c'est des questions, on voit déjà qu'il y a des intersections entre vous. Donc on est prêt à prendre des lignes de questions. Ensuite, on me demande de prendre le micro. Ensuite, ce que je veux dire, effectivement, dans l'exposé qu'on voit là, on voit aussi des enjeux interministériels, si on parle politique, puisque où est la limite entre la recherche et ensuite, on va dire, les applications tout à fait concrètes qui nous concernent toutes. Donc, c'est vraiment de vrais enjeux. Sachant que je vais faire le complément, si on ne se bouge pas dans ces domaines comme c'est fait ici, eh bien, la notion de souveraineté avec les GAFAM et leurs moyens pourra être extrêmement inquiétante et ceci très rapidement. Voilà, donc il y a quand même des vrais enjeux sociétaux. Question ? Oui. Oui, donc moi j'ai une question sur les données. Donc là j'ai noté, mais peut-être que j'ai pas bien noté en fait. 500 millions de tokens, c'est ça ? À 500 milliards, d'accord. 500 milliards, d'accord. Et le modèle, il fait 100 milliards de paramètres, c'est ça ? À peu près. D'accord. C'est il y a 40 milliards. D'accord. C'est 500 milliards, d'accord. J'ai loupé l'unité, ok. Alors, c'est intéressant. Donc, tu as répondu. Et toi, ton estimation ? En fait, c'est exactement ce qu'a expliqué Pierre. C'est-à-dire que nous, on commence à arriver à faire des choses lorsqu'on est sur les propriétés émergentes. C'est-à-dire que le raisonnement sur des modèles qui dépassent... Par exemple, tout ce que je vous ai montré, ça tourne sur, bien sûr, du GPT-4 Turbo, GPT-4o. Ça tourne sur du Llama 3.1. Donc, on est sur des modèles à 405 milliards de paramètres. Sur les modèles d'en dessous, on est obligé de vraiment spécialiser sur des tâches très, très spécifiques. Et on ne peut pas l'utiliser sur les tâches complexes que je vous ai montrées. Et notamment pas sur des conversations aussi complexes que du raisonnement médical et des interactions patients. Une autre question. C'est plus une question pour David. Genre, j'ai vu que votre présentation était très orientée convaincre la communauté des bienfaits de l'IA pour des diagnostics, etc. Et je voulais savoir comment accueille la communauté des acteurs de la santé l'utilisation de l'IA, et notamment sur les données de santé. En fait, pour toute innovation, pour tout dispositif, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fonctionne sur une logique evidence-based medicine. Et donc, il faut des évaluations in situ, cliniques, qui montrent l'amélioration du service médical rendu, où on est capable d'observer l'usage et on est capable de comprendre les impacts
y compris aller, dans les exemples que j'ai montrés, aller obtenir les consentements du patient pour qu'il participe, obtenir le fait que évaluer, donc c'est l'avantage de l'unité transdisciplinaire qu'on a, évaluer l'impact des textes générés par l'IA, aussi bien sur la relation patient que sur la supervision humaine, que sur... En fait, c'est via l'évaluation en situation réelle qu'on arrivera à faire la preuve de ce que ça peut apporter à nos différents systèmes. Il y a des preuves qui seront très simples à obtenir. Il y a ces démonstrations-là, généralement, c'est assez parlant. Il y a des choses sur lesquelles c'est beaucoup plus complexe et ça demandera beaucoup plus d'efforts, mais c'est lentement en train de se mettre en avant. Les dispositifs d'évaluation, il y en a encore très peu. Il y a des tiers-lieux d'expérimentation. On va avoir un tiers-lieu d'expérimentation sur l'IA générative, j'espère, qui normalement va être financé. Et c'est toute la question de comment on ouvre à cette transdisciplinarité et comment on fait la rencontre du monde entre ceux qui vont produire, ils sont capables d'ajuster ce qu'ils sont capables, et ceux qui vont être susceptibles d'utiliser, tester, évaluer sur le terrain. Merci. C'est bon, pas d'autres questions. Bonjour, donc merci pour les présentations. Je n'ai pas bien compris comment vous faites pour éviter les hallucinations, surtout quand la taille augmente avec l'émergence. Et si c'est facile, pourquoi OpenAI l'intègre pas systématiquement? Alors, en fait, ça dépend... la réponse, elle est vraiment en cascade. Il y a de plus en plus de dispositifs anti-hallucination qui sont mis en place, y compris l'adaptation du modèle conversationnel. Une fois que le modèle est entraîné, les interactions, elles continuent à évoluer et le modèle conversationnel, il continue à évoluer pour justement faire en sorte que les préférences humaines soient favorisées. Nous, les techniques qu'on a utilisées, c'est... pour l'expliquer, c'est assez simple. Pendant un moment, on se disait, mais on ne pourra jamais utiliser l'IA en médecine parce que c'est une black box. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas le résultat qui est produit. Mais en fait, c'est très simple à contourner. Plutôt que de dire produis-moi un résultat, c'est produis-moi une explication humaine qu'un humain pourrait comprendre en discutant le résultat. Et après, l'étape d'après, c'est produis-moi une explication humaine et un deuxième LLM qui dit analyse-moi l'explication humaine et dis-moi si elle est concordante avec le prompt initial. Et si on met certains systèmes en série, si on met si on impose par exemple le résultat de sortie sous forme d'une syntaxe, une forme de structure, en disant il doit mettre le résultat, il doit mettre l'explication, il doit le justifier, et qu'après on demande la vérification, on se rend compte qu'on arrive à une fiabilisation des résultats qui est assez importante. On a des techniques, il y a de plus en plus d'ingénierie pour réduire les hallucinations et pour être capable de professionnaliser. Mais c'est de la recherche. Pour l'instant encore, c'est justement un des enjeux, c'est d'arriver à montrer qu'on peut avoir une application avec un risque. On tolère beaucoup moins bien les erreurs de l'IA à 0,001% qu'on tolère les erreurs de nos pairs humains. Je vais poser une dernière question. Alors, je vais vous prendre de court, hein, désolé, mais bon, c'est partie aussi du jeu. Si Elon Musk était dans la salle, si vous demandez donc pour Salt, pour donc l'usage juridique ou pour ce que vous pensez faire, finalement, dans vos rêves les plus fous, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme capacité de calcul actuellement pour donc aussi bien pour de l'apprentissage que pour des inférences? Donc je ne sais pas qui commence. Elon, il vient d'annoncer 100 000 H100. Moi, si on me donne 100 000 H100 ou 100 000 MI300, les X, ça me va très bien. Non, de manière un peu plus pragmatique, il y a un problème de puissance de calcul, mais il y a un problème de disponibilité aussi. Parce que quand on lance un run, en fait, il faut qu'on ait toutes les ressources de la partition. C'est comme ça que les entreprises elles avancent. Et je sais que c'est un challenge au CINES, je sais qu'à l'IDRIS aussi, c'est un challenge. À BSC, les supercalculateurs de ROHPC, c'est aussi un challenge. Donc, il y a la gestion des ressources aussi, je pense que c'est important. Pour compléter, en fait, la recherche, c'est une démarche essai-erreur. Donc, en fait, je dis n'importe quoi, mais si on entraîne un modèle, si on spécifie un modèle à reconnaître du texte médical français pour pouvoir faciliter la reconnaissance de situations similaires, pour pouvoir catégoriser et réutiliser, peut-être qu'il va falloir qu'on fasse un entraînement, 2 entraînements et qu'on y retourne en permanence. Et donc, si on le fait là où nous, on va mettre 10 ans pour le faire, Google, il va mettre 1 semaine. Parce que, en fait, l'itération et la logique d'essai-erreur, elle est fonction de l'accès à la puissance de calcul. Je pense que c'est peut-être... Mais
c'est peut-être plus facile de voir comme ça que d'essayer de chiffrer en disant tel projet va falloir consommer telle ressource pour tel temps, parce qu'en fait le nombre de projets, surtout si on rentre sur du multimodal et surtout si on rentre sur l'exploitation du génome, je vous rappelle, un génome pour un humain c'est 0,8 terrain à peu près de données. Donc alors qu'à l'opposé, la base des 60 millions de documents, c'est à peu près 15 terras de données textuelles. Bien, bah écoutez, merci et à nos deux intervenants donc sur la partie IA. Donc là, pour les plus anciens du CINES et les retraités, donc on va revenir dans la dernière partie, ça va être plus classique. On va parler du calcul intensif, tel qu'il s'est pratiqué. Donc avec quand même deux équipes. Donc on va commencer par Smiley, donc Arnaud Beck de la maison de simulation. Il est où ? Ah pardon, excusez-moi, je regarde en haut. Donc viens, à Saclay, donc où là tu vas nous parler donc des plasmas spatiaux au plasma de labo. Merci. Alors donc je suis Charles Prouver, juste pour mettre les choses au clair. Arnaud m'a aidé à faire les slides et à participer. Mais donc je suis à la maison de la simulation sur le plateau de Saclay. Et donc je vais vous parler de 10 ans d'histoire de Smiley au CINES, donc des plasmas spatiaux au plasma de labo. Donc Smiley, comme Gabriel l'a dit très gentiment, c'est un logiciel libre de simulation de plasma basé sur la méthode PIC, Particle in Cell. Donc c'est vraiment une des raisons d'être de Smiley, l'open source. Ça a été développé depuis 2013 en collaboration avec des physiciens, des informaticiens et des numériciens. C'est un code très utilisé aujourd'hui avec plusieurs centaines d'utilisateurs qui a donné lieu à plus de 192 publications utilisant des résultats de simulation de Smiley. Et ce n'est pas un code spécialisé dans une seule application, mais qui permet beaucoup d'applications, donc que ce soit des plasmas de laboratoire, donc typiquement avec l'interaction laser-matière, donc ici génération d'harmoniques élevées, source de radiation, ou la transition de plasma, à l'astrophysique avec le domaine de comètes, des chocs non collisionnels, sans collision, etc. Et donc, pour pouvoir faire toutes ces applications et toutes ces simulations, on a besoin de moyens, typiquement Ad Astra. Et pour pouvoir correctement utiliser ces moyens, il faut utiliser tout un panel de techniques, donc que ce soit en parallélisation ou en optimisation, donc en l'occurrence des choses très classiques comme la décomposition de domaine ou la parallélisation MPI plus OpenMP, mais aussi des optimisations qui dépendent du K-test, donc avec l'équilibrage des traits d'OpenMP et le processus MPI, voire des choses encore plus avancées comme la vectorisation adaptative ou l'équilibrage dynamique de la charge de calcul. Et plus récemment, depuis l'année dernière, le portage sur GPU pour tourner maintenant sur les nouvelles architectures. Donc ici, une illustration. Alors, je crois qu'il faut que j'appuie une deuxième fois. La vidéo ne marche pas. Ah, ça y est, elle s'est lancée. Donc ici, vous voyez une impulsion électromagnétique se propager dans un plasma. Et donc, les particules, donc les électrons qui s'excitent et sont piégés dans certains endroits du maillage et créent du coup une surdensité qui, elle, peut être exploitée avec de nouvelles instructions vectorielles, donc qui ont un intérêt, mais quand on atteint un certain seuil critique. Donc ici, vous voyez que ce seuil, il est atteint aux zones de plus haute densité. Donc, Smiley au CINES, très tôt, le CINES nous a aidé au développement de Smiley, donc notamment avec Oxygène en 2015, avec le grand challenge qui nous a permis de faire le découpage en tâches MPI en 2D. Par la suite, il y a eu l'équilibrage de charge en 3D, et récemment, donc je l'avais déjà dit, mais Ad Astra, où on a fait les premières simulations de production sur GPU. Ces nouvelles architectures, avec l'arrivée des GPU, ça nous pose de nouveaux questionnements, qui est maintenant la performance énergétique qui fait vraiment partie de notre question. Comment épauler nos utilisateurs pour qu'ils fassent la meilleure utilisation énergétique possible des nouvelles architectures. Aujourd'hui, on commence à demander aux gens
combien de tonnes de CO2 est-ce que votre projet a utilisé. Pour minimiser ces métriques, il faut qu'on puisse répondre à la question combien est-ce que ça va consommer, où est-ce que je peux consommer le moins. Et autant dans certains cas, ça peut être facile. Donc ici, c'est une exécution, ce n'est pas un cas généralisé. Hein. Mais pour cette exécution, vous voyez bien qu'entre la partition Janzé CPU Cascade Lake et Janzé GPU V100, on voit que ce graphe de weak scaling, donc avec l'énergie en ordonnée et le nombre de particules en abscisse, vous voyez que ma droite, qui montre un bon weak scaling, est beaucoup plus, à une pente plus réduite, donc une bien meilleure efficacité énergétique quand j'utilise le GPU. En revanche, sur Adastra, et ça encore Gabriel l'a dit, avec la nouvelle partition de CPU qui est extrêmement efficace, eh ben, ce n'est plus une si grande évidence. La partition GPU est aussi un petit peu plus efficace, mais la différence n'est plus aussi évidente. Donc, encore une fois, c'est un cas test particulier, mais du coup, il faut pouvoir dire à tel utilisateur, pour ton application, tu peux aussi bien utiliser CPU, GPU. À contrario, pour un autre utilisateur, on pourrait dire, toi, c'est le cas parfait pour le GPU. Et donc, les utilisateurs peuvent viser dans leur call différentes architectures. Et donc, en parlant des utilisateurs, voici par exemple la première application que je voudrais vous montrer qui a été faite lors du grand défi. Donc, c'est le sursaut radio-solaire. Donc, les physiciens ont ajouté des fluctuations de densité aléatoire dans le vent solaire. Ça ajoute une grosse charge de calcul. Dans notre cas, on a eu une performance de 500 millions de particules traitées par seconde sur 128 GPU pendant des dizaines d'heures. Et ben, ça a donné lieu à 2 nouvelles publications de résultats donc, sur comment comprendre les divers mécanismes de génération d'ondes électromagnétiques et l'influence des caractéristiques physiques du plasma solaire sur ces processus. Une autre application, ça a été la reconnexion magnétique avec des ions froids. Donc, très rapidement, la magnétosphère est constituée de l'onde de choc, avec le vent solaire et la magnétosphère. Je ne vais pas y arriver. Voilà. On a la magnétopause où se passent les reconnexions, donc côté jour, et dans la magnétoqueue côté nuit. Donc nous, on va s'intéresser du côté jour. Comment est-ce que ces reconnexions s'effectuent? Donc très rapidement, la reconnexion, comme son nom l'indique, ça ne s'est pas déclenché, dommage. Bon, c'est pas très grave. Concrètement, on fait des simulations avec et sans ions froids. On voit qu'on a un champ électrique en bleu qui apparaît au point X de croisement. Donc ça, c'est l'hypothèse sans les ions froids. Et par contre, si on fait l'hypothèse des ions froids dans la simulation, on voit le champ qui est présent beaucoup plus loin qu'au point X. La question, du coup, c'est la simulation nous donne 2 résultats. Comment peut-on trancher? Donc, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait quelque chose pour faire une mesure dans l'espace suivant 2 endroits différents pour avoir un profil. Et ce profil, on peut l'obtenir grâce à l'expérience. Donc, la NASA a lancé le projet, la mission magnétosphérique multi-échelle, qui envoie 4 satellites pour faire des mesures dans la magnétosphère. Donc, particulièrement pour faire des mesures au niveau de la reconnexion magnétique. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que entre l'observation, donc j'attire votre attention sur la courbe noire, on voit bien un champ on voit bien une courbe qui n'est pas plate et qui suit assez bien ce qu'on observe dans la simulation. Donc, si le champ n'existait pas, ça serait plat, comme on voit bien cette courbe, on a prouvé la présence de ce champ au-delà du point de croisement. Et donc, c'est un peu merveilleux. On a la simulation qui a réussi à prédire correctement ce qu'on observe dans la réalité. Ça nous permet de faire avancer la science. Et on remarque ici que nos outils de travail continuent de s'améliorer parce que cette simulation CPU qui avait été faite par Dargent et al. Sur 2017, on l'a reproduit lors du Grand Challenge à l'identique
en seulement 3 heures sur Adastra, alors qu'à l'époque, sur un cluster CPU, ça avait pris des semaines, enfin des jours, mais au moins. Et enfin, et là, pareil, je pense qu'il faudrait que la vidéo commence. Donc une dernière application qui est l'accélération par siège laser, où vous voyez une impulsion électromagnétique se propager dans un plasma et ioniser le nitrogène, qui accélère du coup des ions qui se retrouvent piégés dans l'onde. C'est quelque chose qu'on aimerait faire dans le futur, toujours au CINES. Pourquoi pas dans les MI 300 quand on y aura accès. Merci pour votre attention. Bon, ce qui n'est pas clair. Merci. Alors, pour le temps qui nous reste, donc Anaïs, il nous reste 30 minutes. Donc, il reste une présentation. Donc, MESO-NH, donc les modèles, après donc les modèles de plasma. Nous accueillons donc une présentation pour tout ce qui concerne les phénomènes météorologiques extrêmes. Et notamment, donc c'est important de souligner que ces travaux ont donné lieu à un portage de code sur GPU en 2023, qui est un des faits marquants, notamment les bibliothèques d'algèbre linéaire, qui servent à tout le monde, pas seulement qu'à votre communauté. En tout cas, merci pour ces travaux. Et s'il nous restera un petit peu de temps pour donc faire une session de questions-réponses sur les deux dernières présentations. Je voulais être certain, donc à 11h, alors tu peux nous donner juste une indication sur le déplacement du groupe vers donc l'accueil des officiels. Bonjour, à 11h. Vous pourrez vous déplacer directement sur le CINES. Il y a des panneaux d'indication. Il vous suivra de suivre le groupe parce qu'il y a pas mal de personnel CINES qui pourront vous guider. Et on arrive sur un deuxième événement avec des discours plus politiques et on enchaînera après avec la visite du CINES, de la salle SM1, de la salle SM5. Et après, il y a le cocktail. Merci. À vous la parole. Ouais, est-ce qu'il marche celui-ci? Oui. Je vais le remettre. Alors, comme ça. Donc bonjour, donc, je m'appelle Juan Escobar, donc je travaille au laboratoire d'aérologie. Et donc on travaille sur... donc je vais présenter un travail qu'on a fait sur la modélisation d'événements extrêmes avec le modèle MESO-NH. Donc il y a un modèle de recherche. Alors, donc les événements extrêmes, hein, donc on en a des exemples tous les jours maintenant à peu près. Hein, on a la preuve maintenant en fait hein, qu'ils sont liés au, ça marche. Hein, donc liés au réchauffement climatique en fait. Hein, donc on en aura de plus en plus, même à partir de maintenant. Au début, on pensait qu'il fallait une augmentation de 2 degrés par exemple dans l'atmosphère pour qu'on commence à avoir un impact. Et on se rend compte que même maintenant, déjà avec 1 degré un peu plus, on a déjà beaucoup plus d'événements extrêmes que par le passé. Donc le but de MESO-NH, c'est de justement essayer de simuler un peu ces événements. Hein. Donc dans la modélisation de l'atmosphère, donc on va distinguer 2 types de modèles. Hein. Les modèles globaux à très grande échelle, hein, qui font tout le tour de la Terre, hein, donc typiquement le Centre européen, CMWF. Pour ces modèles-là, la résolution de la grille, c'est à peu près 10 km, d'accord ? Donc on va pouvoir simuler des grandes tempêtes ou des mouvements complets de l'atmosphère. Hein. Et par contre, pour faire des modèles prévision, par exemple sur la France, hein, où on va utiliser des modèles locaux, régionaux, où là, on va réussir à descendre en résolution, typiquement le modèle AROME, par exemple, actuellement, il est 1,3 km, qui va permettre de décrire beaucoup mieux les phénomènes locaux, hein, sur la France, par exemple. Alors, ces modèles-là, donc... ça ne suffit pas en fait cette résolution. En fait, pour bien réussir à comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère, il faut descendre encore plus bas. Donc, par exemple, le modèle que nous on développe, MESO-NH, hein, c'est un modèle de recherche. Donc, on peut faire, comme on l'a vu avant, c'est aussi un modèle local. Hein.
on peut faire de la résolution de 1 km à peu près, mais on peut descendre beaucoup plus bas en faisant ce qu'on appelle des large eddy simulations. Donc c'est des simulations de tourbillons, de grands tourbillons, et on peut descendre jusqu'à des échelles de 1 mètre, hein, où typiquement on va faire plutôt des échelles de 100 mètres, mais on a des applications où on va faire des simulations à 1 mètre. Donc typiquement dans les simulations qu'on fait avec ce modèle, hein, donc on va par exemple faire attendez, hop, des feux de forêt, par exemple, hein, en Corse, il y a pas mal de feux. On fait des simulations de traînées énergétiques derrière les éoliennes, ou tout ce qui est le climat urbain, d'accord ? Donc le modèle MesoNH, c'est un modèle qui est libre. Il est sous licence Cécile. Alors, le code MesoNH, en fait, depuis toujours, hein, il est écrit en Fortran, Fortran 90, et il est paralysé avec MPI. Donc on l'a porté sur le GPU NVIDIA au début, hein, parce qu'il n'y avait que ça au départ. Donc on a utilisé le langage qui s'appelle OpenACC. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on, contrairement à beaucoup de codes, enfin un certain nombre de codes, en fait ils ont tout réécrit, hein. Nous, ce qu'on n'a surtout pas voulu faire, c'est changer le code, parce que comme c'est un code de recherche, les utilisateurs développent eux-mêmes le code, hein, les chercheurs, ils redéveloppent le code, donc on ne voulait surtout pas perturber le moins possible le code, en fait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise OpenACC, donc c'est des commentaires dans le code, hein. Donc c'est ce qu'on voit ici à droite. Attendez. Voilà, ici, là, donc on rajoute des directives, hein, autour du code de calcul. Donc une des particularités de MesoNH, c'est qu'on n'a pratiquement pas de boucle dans le code, hein. On calcule avec des tableaux, donc on fait A égale B plus C, c'est des tableaux. Donc ça, on l'a fait dans à peu près 10% du code, et ce qui représente quand même 90% pratiquement du temps de calcul, hein. Alors une des spécificités de MesoNH, je pense qu'on est pratiquement les seuls à le faire, hein, c'est qu'on a réussi à garder le code bit reproductible entre CPU et GPU. C'est-à-dire qu'on exécute le code, on obtient exactement la même chose au bit près entre une exécution CPU ou GPU, multi-CPU et multi-GPU. Et donc un des points, donc la parallélisation avec OpenACC, c'est relativement facile, hein. Comme on l'a vu, on va mettre des directives pour le calcul et des directives pour gérer les données entre la mémoire du CPU et du GPU. Mais après, donc, on a eu un problème particulier, c'est qu'on a un solveur de pression, donc on doit inverser une équation elliptique. Ça, on le faisait traditionnellement avec une FFT, et donc là, pour les GPU, on a adapté un solveur multigrille. Donc ça, c'était une des adaptations qui était un peu plus délicate, hein. Donc, comme je disais, donc au départ, on avait le code, il était porté que sur les GPU NVIDIA, parce que le compilateur était gratuit, facile à utiliser, et donc est arrivé ensuite à les nouvelles technologies, donc avec Frontier par exemple, hein, les GPU AMD sur un Astra, et donc là, il a fallu s'adapter à un tout nouveau compilateur, qui était le compilateur Cray, et donc là, merci au CINES et HP donc d'avoir mis en place le contrat de progrès, donc ce qui nous a permis de travailler pendant 1 an et plus avec les équipes du CINES. Donc je remercie spécialement Naïma et les personnels de HP qui ont donc pendant ce contrat de progrès, on a travaillé sur le code et on a réussi donc à porter le code sans trop y toucher non plus, toujours avec ce nouveau compilateur, hein. Donc ce qui était important pour nous, c'était d'essayer de ne pas trop toucher le code. Donc heureusement pour nous, l'arrêt syntaxe, donc les tableaux A égale P plus C, ça marchait aussi avec le compilateur Cray. Alors on a rencontré quand même un certain nombre de bugs en fait, hein, donc il a fallu qu'on rajoute une petite couche pour pré-processer le code quand même, pour bypasser un certain nombre de problèmes qu'on avait avec le compilateur. Donc pendant ce contrat de progrès, donc on arrivait à peu près à une performance d'un facteur 3 d'exécution à même nombre de nœuds entre un nœud GPU ad Astra et un nœud CPU. Donc une fois qu'on a eu fait ce portage de code, et ben on a fait des grands challenges, hein. Donc pendant ces grands challenges, donc on a simulé des événements extrêmes. Donc il y en a un certain nombre qui étaient assez connus en France, hein. Donc celui-ci, on l'a présenté pas mal de fois déjà. Donc c'est la tempête Alex en Bretagne. Il y a eu aussi ce qu'on appelle les dérêts chauds, donc des lignes de grains très importantes sur la Corse, qui ont été mal prédites par Météo France. Bon, et aussi, il y a un certain nombre d'études qui sont faites sur des gros orages en Amazonie, d'accord. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que pour essayer de comprendre ce qui se passe en fait dans le modèle, donc on fait d'abord, ce qu'on appelle les descentes en échelle. Donc, on fait les mêmes simulations en partant au départ, par exemple, avec une grille de 1 km, hein, une résolution de 1 km. Donc là, on a besoin d'un seul nœud et puis on a à peu près 10 millions de points.
dans cette simulation. Et donc, on descend en échelle, donc on descend par exemple jusqu'à une échelle de 100 mètres, et là on a 1 milliard de points. Et là on est obligé d'utiliser 128 nœuds de GPU pour pouvoir faire cette simulation, d'accord ? Et ça nous permet de comprendre jusqu'à quel niveau il faut descendre le raffinement, ainsi de suite, pour avoir vraiment des simulations qui sont représentatives de ce qui se passe. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle le dirt show, donc ligne de grain sur la Corse, hein, qui a eu lieu, donc c'était 18 août 2022. Donc on voit les systèmes d'orage qui avancent et qui au fur et à mesure s'intensifient, hein. En bleu, c'est les précipitations qui arrivent sur la Corse, et en rouge, c'est le vent, hein, et donc on simule des vents jusqu'à plus de 150 km/h, hein, avec cette simulation. Donc le code de prévision Arrow n'avait pas bien prévu cet événement, donc il y a eu pas mal de... Il y a eu au moins 5 morts, il me semble, hein, pendant cet événement. Donc, le code, donc, comme on l'a dit, donc il est prêt. Donc, il est prêt pour l'exascale, pratiquement. Enfin, on l'a testé sur Lumi, hein, qui est un demi-exascale. Hein. On l'a testé sur Leonardo, qui fait 0,03 exascale. Donc, on l'a testé sur une grille qu'on appelle Hector le convector. C'est un gros nuage, hein, qui se forme en Australie. Donc, on l'a testé jusqu'à 256 nœuds sur ces deux machines-là. Donc, avec des GPU AMI 250, donc Lumi ou Adastra, c'est la même technologie, hein, et des GPU NVIDIA sur Leonardo, et aussi sur la partie en CPU de Adastra. Donc, ici, on a... Ça, c'est la performance ici, c'est 64 nœuds CPU Genoa, d'accord. Et après, on augmente le nombre de nœuds. Donc, on voit que le code sur CPU, il scale parfaitement, en fait, hein. Et ici, après, on a donc en bleu les performances sur la machine Leonardo, et en orange, la performance sur Lumi ou Adastra. Donc, on voit qu'on gagne à peu près un facteur 5, entre 3 et 5, suivant le nombre de nœuds qu'on a utilisés, hein. Donc, on est content, le code marche bien. Et alors, on a parlé pas mal de problèmes énergétiques, en fait, hein. Donc nous, dans notre cas, en fait, hein, là, on compare juste les GPU sur Adastra et les CPU, hein. Et donc ici, à nouveau... Alors, attendez, j'arrive pas. Hop. Donc la référence, c'est l'exécution sur 64 nœuds CPU, en fait, hein. Et on arrive à un gain énergétique d'un facteur 2, à peu près, par rapport à l'exécution sur GPU. Donc on consomme 2 fois moins d'énergie sur GPU. Et si on tourne le code en réel 4 au lieu de réel 8, donc en simple précision, le double précision, on gagne un facteur 3 à peu près. Et donc le gain énergétique continue si on augmente le nombre de nœuds, hein. On passe de 64, 128 à 256, donc pratiquement toute la machine, hein. Mais les performances baissent un peu, évidemment, parce que les GPU vont beaucoup plus vite que les CPU. Donc ensuite, ce qu'on fait maintenant, en fait, donc on a prévu que le code il marche bien sur GPU, donc avec cette puissance qu'on a gagnée, en fait, on va commencer à s'intéresser à l'IA, c'est-à-dire qu'on va essayer de générer des bases de données pour entraîner tout ce qu'on a vu précédemment, donc des modèles d'IA pour simuler le code MesoNH. Donc là, on a fait une première base sur la Corse, hein, on travaille sur la Corse. Avec 350 jours à peu près. Donc on fait une simulation sur 24 heures. On enregistre les données. On va faire des simulations à 1000 mètres et 500 mètres pour commencer, parce que ça prend pas mal de temps quand même. Et on va faire des tests en réel 4 ou réel 8, comme on l'avait précédemment. Et on enregistre les informations toutes les 6 minutes. Il faut savoir qu'un modèle de prévision, par exemple, il a des sorties toutes les heures à peu près seulement, hein. Et donc il y a une thèse qui a commencé là-dessus pour utiliser ces données pour prévoir la pluie, par exemple, et ainsi de suite, hein. Donc ces données, en fait, on va les partager. Notre souhait, c'est de les partager, parce qu'il y a toute une communauté derrière qui va essayer de se servir de ces données pour entraîner des modèles d'IA. Donc actuellement, ce qu'on fait, c'est ça. Donc on a un modèle MesoNH qui fait de l'HPC, on génère une base de données et a priori, on va faire des prévisions avec, on va essayer de faire des prévisions. Et donc ce qu'on prévoit par la suite, c'est d'intégrer, en fait, c'est-à-dire de remplacer des routines du code lui-même pour l'exascale, hein, pour le post-exascale, en fait, c'est qu'au lieu de faire vraiment de la simulation physique, on va dire, on va remplacer certaines routines par de l'IA pour aller plus vite. Donc voilà ce que j'ai présenté. Donc c'est qu'on a le code MesoNH, hein, c'est un code en amont de la prévision. En fait, des parties du code MesoNH sont intégrées dans les modèles de prévision courants, comme Arrow, hein, qui est utilisé à Météo France.
Donc, ce qu'on fait, ça sert vraiment à la prévision météorologique ensuite. Hein. On arrive à expliquer les phénomènes complexes. On a réussi à faire le grand challenge sur GPU ad Astra. On a utilisé jusqu'à 128 nœuds pendant cette résolution. Et donc, ce qu'on appelle ces simulations, ce qu'on nous appelle ces giga-LES, c'est parce qu'on a plus d'1 milliard de points en fait, dans la grille. On a commencé, donc là, cette application, c'était la première application scientifique de mésoénage sur GPU. Et donc, on a commencé à générer des bases de données pour faire de l'apprentissage IA aussi à partir de ces résultats. Voilà. Donc, c'est le début. Hein. Là, on se rend bien compte que l'IA, c'est arrivé, on va dire, à toute vitesse et qu'il faut s'y mettre. Et on voit bien l'intérêt. Hein. On est sûr qu'il y a déjà des modèles, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, GraphCast, par exemple, qui a été entraîné sur RA5, qui est une base de données globale, où ils arrivent à faire des prévisions en 5 minutes au lieu d'heures de calcul. Donc, on est bien conscient qu'il faut y passer, enfin qu'on va essayer de le faire. Merci beaucoup. En tout cas, on voit que même donc, dans le domaine des modèles classiques HPC, on voit l'arrivée de l'IA, une convergence de ces domaines. Donc, je vais rappeler Charles. Charles, on a quelques minutes pour une séance de questions-réponses. Voilà, donc, si vous avez quelques questions, on va en prendre 3 ou 4, et puis ensuite, on essaiera d'être à l'heure pour 11 heures. Voilà, on est attendu. Merci. Merci. Une question sur l'IA, je suis là. Sur ce que tu as évoqué à la fin, donc c'était plutôt pour des modèles qui sont des modèles boîte noire complets, c'est-à-dire que l'IA fait tout, mais tu as aussi évoqué sur ta dernière slide des choses où il y a des routines simplement, donc une sorte d'hybridation. Est-ce qu'il y a des points bloquants dans les modèles type mésoénage pour lesquels, par exemple, c'est difficile de modéliser la physique, ou il y a des choses sur lesquelles c'est plus difficile de faire des modèles classiques sur lesquels l'IA pourrait mieux nous aider, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être plus global et qu'on aura vraiment des modèles qui vont être complètement des modèles IA? Il y a pas mal de... On a par exemple déjà un peu dans mésoénage depuis très longtemps en fait, des modèles de réseaux de neurones pour la chimie par exemple. Donc des tas d'équations, ça c'est une des applications premières on va dire où on a déjà en fait cette partie en fait. Hein. Il y a un tas d'équations à résoudre et au lieu de les résoudre réellement en fait, on a des modèles d'IA. Dans les modèles de prévision, donc il y a une partie qui des modèles qui est la partie ce qu'on appelle dynamique. En fait, là, on connaît bien les lois de la physique et on les applique correctement. Et après, il y a une partie qui est la physique, où là, c'est des approximations, en fait. Donc, c'est toute cette partie-là, en fait, on pourrait... c'est sur cette partie-là qu'on pense pouvoir gagner en premier, en fait. Hein. Mais pas que, parce que typiquement, donc, le point qui était un peu bloquant pour mésoénage, c'est le solveur de pression, l'inversion des matrices. Là, ça, typiquement, c'est pareil. Il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui commencent à montrer des résultats intéressants. Après, nous, ce qu'on ne veut pas faire, quand même, c'est des boîtes. On ne veut pas une boîte noire. On veut vraiment être sûr que chaque partie, on comprend ce qu'elle va faire. C'est pour ça que je montrais, donc c'est vraiment l'optique à droite, là, c'est qu'on remplace certaines parties du code, mais on va toujours garder le code original. Hein. C'est-à-dire qu'on va pas, c'est un proxy, on va dire que de temps en temps on l'activera pour voir si ça marche ou pas, et ainsi de suite. Quoi. On va garder la main. Un des points qui était important pour nous, typiquement ici, hein, ce que j'ai parlé, donc c'est que dans ce portage CPU-GPU, c'est que on a gardé le code bit reproductible. On est sûr que le code il fait ce qu'on veut, ce qui a été programmé, on va dire. D'accord ? Il n'y a pas d'erreur, de bug de programmation, ainsi de suite. Et il y a très peu de gens qui font ça, en fait. Hein. Donc ça, c'est important. Donc là, c'est pareil. L'application IA, c'est bien si ça marche, mais on a parlé d'hallucination tout à l'heure. Hein. Typiquement, dans les slides que j'ai présentés avant, là, donc on a fait des simulations, on a commencé à faire des simulations donc ici, là, en Real 4 ou en Real 8. Donc le Real 4, c'est intéressant, parce que ça va 2 fois plus vite. Mais typiquement sur les tests qu'on a fait sur la Corse, 1 fois sur 2, ça plante. Donc il faut comprendre pourquoi. Donc, le fait de savoir ce qu'on a dans le code, c'est vraiment important. Qu'on va pas. C'est sûr que la boîte noire, c'est pas une solution. Quoi. C'est une boîte noire, une boîte physique, on va dire.
Oui. Donc, j'ai le sentiment que plus on avance vers l'exascale, où on utilise des machines exascale, plus les machines deviennent hétérogènes, donc très différentes. Donc, tu as Nvidia, du AMD, du Intel, etc. Et si aujourd'hui vous devriez réécrire un code ou bien créer un nouveau code from scratch, quelle technologie vous choisiriez pour éviter justement la douleur d'avoir à porter un code sur une nouvelle architecture? Je pense pas qu'on puisse vraiment l'éviter. Alors typiquement, donc, ce qu'il faut voir que les modèles de météo, donc je ne l'ai pas dit, c'est 1 million de lignes de code. Hein. Donc réécrire 1 million de lignes de code from scratch, il y en a qui le font. Je pense que par exemple, on discutait tout à l'heure avec Naïma et Gisela par exemple, qui a un code en Fortran. Ils ont eu du mal à porter le code sur GPU. Ils ont commencé à le réécrire en C++ avec Cocos. Donc ça pose quand même beaucoup de problèmes. Déjà de savoir ce que le code va faire et d'adapter les utilisateurs à ce nouveau langage, quoi. Nous, typiquement, ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre des commentaires dans le code pour rester le plus... Et on arrive à des performances qui sont honnêtes, on va dire. C'est sûr que, typiquement, pour un modèle de prévision qui va vouloir aller 10 fois plus vite que notre modèle de recherche, peut-être qu'ils vont vouloir adapter, ils vont faire peut-être du coco, j'en sais rien, hein, c'est possible. Hein. Mais on perd... il faut pas perdre la maîtrise de ce qui est fait, quoi. On a un historique, on a donc c'est un code communautaire, hein, il y a des dizaines, des centaines d'utilisateurs qui développent le code. Donc, de passer de Fortran à C++, par exemple, ou Python, c'est quand même un choc. Typiquement, par exemple, ce genre d'approche, c'est ce qu'on appelle les DSL, Domain Specific Language. Donc, par exemple, le modèle de météo suisse, il a utilisé ce genre de technologie pour porter le code sur GPU. Le seul problème de ça, c'est que Domain Specific Language, ils en ont écrit déjà 3 ou 4. Ils sont partis du Fortran, ils ont fait du C++, ils ont fait du Python, et ainsi de suite, quoi. Donc, il faut pouvoir adapter le code. Nous, dans notre optique, c'est pas très praticable. Bon, on va le faire. Enfin, si on a besoin, on le fait, hein, mais tant que le code tourne à peu près... On a le temps encore pour une ou deux questions. Pour Smiley, peut-être? Gabriel? Oui. C'est bon? Oui, pour Smiley, j'avais une petite question sur la dernière simulation que tu présentais, que tu disais vouloir effectuer. Bon, la machine MI300, elle sera plus petite que la MI250, donc je suis pas sûr que ça convienne vraiment aux besoins, mais je voulais savoir justement quel était le dimensionnement machine nécessaire pour arriver à ces niveaux-là de simulation. Alors, le problème, c'est pas vraiment la taille du problème. Clairement, ici, je pense que déjà, ça tiendrait sur quelques dizaines de MI250. Donc, je pense que ça tiendrait. L'idée, c'est vraiment de voir qu'on arrive à faire tourner ça de manière efficace sur des MI300. Le problème, il est plutôt de notre côté. Il faut qu'on ajoute de la physique qui soit correctement supportée sur GPU, qui est actuellement en cours de développement. C'est juste ajouter une étape de plus sur le support de Smiley et pouvoir prendre en compte les MI300. Ici, l'idée n'est pas de faire une simulation qui serait de niveau exascale, par exemple. De toute manière, c'est toujours un rapport entre, c'est toujours un produit en croix entre le nombre de temps, enfin le temps qu'on a et les ressources qu'on a. Si on peut faire tourner une semaine, c'est pas un problème. Si ça tient en 1 heure, tant mieux. Mais c'est pas, il n'y a pas de question de temps nécessaire. Il faut que j'en ai besoin la semaine prochaine, tu vois. Merci. Et juste, j'enchaîne sur la partie durée. Parce que tu parlais de l'énergie et c'est primordial, il faut vraiment mettre ça en avant aussi, donc c'est très bien que vous le fassiez. Est-ce que vous arrivez un peu à sensibiliser la communauté? Est-ce que vous avez des métriques, des façons simples d'expliquer aux gens, finalement oui, tournez sur une semaine plutôt qu'1 heure parce que vous allez consommer 3 fois moins et c'est pas très grave, vous n'avez pas besoin du résultat dans l'heure. Voilà, est-ce que c'est aussi des approches que vous arrivez à faire passer des messages? Alors, donc, dans un premier temps, la consommation énergétique, tout le monde en parle. Ça, il n'y a
plus vraiment besoin de faire de la pédagogie là-dessus. On nous pose effectivement les questions sur comment faire ça. En général, on aiguille plutôt sur les supports des supercalculateurs parce que c'est eux qui vont avoir les outils. Après, nous, on essaye en général d'avoir fait une première passe pour dire voilà, au CINES, vous pouvez faire ça comme ça, sur Jean Zé, vous pouvez faire ça comme ça. On les conseille, mais c'est avant tout le support local qui va permettre de donner les outils. Nous, on ne peut pas. Mais par contre, alors, sur la question du comportement tel que étendre la simulation plutôt que d'essayer de... Allez, je lance sur 128 GPU et j'ai comme ça dure qu'1 heure. Là, clairement, il va y avoir un travail d'éducation à faire parce que déjà, on passe sur le GPU. Alors, en plus, il faut ajouter toutes les consignes. Donc là, c'est à nous de faire un travail de la pédagogie, de mettre des consignes. On dit déjà à nos utilisateurs comment au mieux utiliser un GPU. Typiquement, utiliser un gros patch qui contient toutes les particules plutôt que plein de petits patchs, ce qui était le cas pour la distribution sur CPU. Donc oui, il faudra ajouter d'autres consignes. Est-ce que l'utilisateur moyen utilisera au mieux l'architecture? C'est probablement illusoire, mais on peut essayer de tendre le plus possible. Merci. Merci. Mon algorithme me dit que nous sommes attendus. Donc, je pense que nous sommes pile dans le timing. Il nous reste juste à remercier chaleureusement les orateurs pour tout le travail qui a été réalisé. Merci beaucoup.